Chers téléspectateurs de Kems Media, bonsoir. Je me présente Charlène, bienvenue sur vos antennes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cabral Libi. Il est journaliste, il est juriste et politicien camerounais. Bonsoir, M. Cabral. Bonsoir Charlène et bonsoir à vos téléspectateurs. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis un Camerounais, âgé de 37 ans, de la région du centre, de l'ethnie Bassa. Je suis juriste internationaliste, en service à l'université de Yaoundé 2, recruté à la base comme cadre d'administration universitaire. À ce titre d'ailleurs, j'ai été nommé il y a quelques années comme chef de chaîne adjoint de Radio Campus UY2, qui est la radio de l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Puis par la suite, j'ai été recruté à la faculté des sciences juridiques et politiques comme enseignant moniteur, mais je suis par ailleurs connu comme un acteur dans l'espace public camerounais, un acteur de débat, et puis depuis peu, plus connu comme l'initiateur de l'opération 11 millions d'inscrits au 31 août 2017. C'est assez sommaire, mais j'espère que ça renseigne suffisamment. Merci. Quel est l'objet de votre visite aux États-Unis? C'est ce que je viens de vous décliner. L'objet de ma visite aux États-Unis se décline en deux paliers. D'abord, venir m'adresser aux compatriotes de la diaspora, ici aux États-Unis, leur dire que l'objectif d'atteindre 11 millions d'inscrits les concerne aussi. C'est vrai, le Cameroun n'a pas encore consacré la double nationalité, mais ceux des Camerounais qui sont encore en capacité ou en statut juridique de votant doivent aussi s'inscrire. Et d'ailleurs, à cet effet, j'ai eu aujourd'hui même, le jour où nous faisons cette interview, un échange avec les autorités diplomatiques en service à l'ambassade du Cameroun. J'ai découvert qu'il y a là-bas déjà un dispositif physique qui a été mis en place, mais qui date quand même de quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une salle qui a été prévue pour les inscriptions sur les listes électorales, mais je n'ai malheureusement pas pu rencontrer ni l'ambassadeur, ni le consul, et les personnes qui étaient en service là sont plutôt restées réservées à la question de savoir si les inscriptions avaient cours. Parce que les inscriptions qui se déroulent selon la loi du 1er janvier au 31 août ne se déroule pas que sur le territoire camerounais, par essence. Partout où il y a des ambassades dans le monde, ce sont des territoires du Cameroun. Et au sein de ces territoires, donc, dans les espaces diplomatiques à l'étranger, les investissements, les inscriptions doivent également se dérouler. Et selon mes petites enquêtes, hélas, au niveau des États-Unis, pour cette année en cours là, et nous sommes à une quarantaine de jours de la fin des inscriptions au niveau de l'ambassade des États-Unis. Apparemment, le dispositif n'est pas encore mis en place. Et puis les Camerounais en eux-mêmes que j'ai rencontrés ne se montraient pas particulièrement enthousiastes sur la question, mais ça s'explique aussi par le contexte, parce qu'aux États-Unis, les choses vont tellement vite qu'au quotidien, les uns et les autres vont au travail. Et ce n'est pas l'intéressement à l'actualité politique qui est leur tasse de thé. Mais une fois reparti au Cameroun, je m'adresserai aux autorités de l'ECAM pour qu'ils prennent des dispositions idoines et rapides pour que, au niveau des États-Unis et certainement ailleurs dans la diaspora, des dispositions soient prises. Mais heureusement, ces Camerounais que j'ai rencontrés se sont montrés, en tout cas à l'issue des échanges que nous avons eus, plutôt intéressés par l'initiative. C'est dire que l'éveil citoyen est en marche et tant mieux. Ça, c'était donc la première raison. La deuxième raison, c'était de dire à la diaspora, c'est vrai, vous-même, vous pouvez vous inscrire, mais généralement, vous êtes pourvoyeur de nombreuses familles restées au Cameroun. Ne leur envoyez plus que de l'argent, mais envoyez-leur aussi le message de l'inscription
sur les listes électorales. Et à cela, j'ai tendu la main aux compatriotes de la diaspora parce que ce qui était pour moi une intuition a pris corps ici. Les Camerounais sont des personnes particulièrement talentueuses et leur talent fait d'eux des identités remarquables all over the world. Je suis aux États-Unis, je m'y mets peu à peu à l'anglais et j'ai rencontré ici des Camerounais qui excellent dans divers domaines. La technologie, la diplomatie, les affaires, la médecine, tout ce que vous voulez. Et j'ai tendu la main à ces Camerounais parce que je n'ai pas seulement annoncé l'opération ou initié l'opération 11 millions d'inscrits, mais j'ai également annoncé mon entrée en politique et que cette entrée serait ponctuée d'un projet de société. Et ce projet de société sur lequel je suis en train de travailler doit être nourri également des contributions de la diaspora, non pas seulement à titre décoratif, mais à titre véritablement substantiel. D'abord parce que par humilité, on ne peut pas imaginer à soi tout seul un projet de société, et que nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui vivent d'autres expériences et qui ont réussi à s'imposer par leur talent, par leurs compétences, dans divers domaines que je citais il y a quelques instants, j'ai besoin également de collecter leur vision à eux du Cameroun. Parce que s'il y a une chose qui est constante, c'est que le Camerounais, bien que loin de chez lui, se conserve au Cameroun en quelque sorte. C'est vrai, le corps se déplace, mais généralement les Camerounais ont le cœur et l'âme encore au Cameroun. Et le sentiment global, c'est que les Camerounais dans leur ensemble veulent que le pays change, que les choses changent. Et d'ailleurs, un des chapitres de mon projet de société, c'est retour à la maison, comme Bakou. Parce qu'il faut que toutes ces expertises rentrent. Mais vous vous doutez bien que lorsqu'on est resté 10 ans aux États-Unis, avec l'organisation qu'il y a ici, le fonctionnement de l'État qu'il y a ici, la discipline qu'il y a ici, c'est la terre de toutes les opportunités. Demander aux Camerounais de rentrer dans le contexte que nous connaissons, c'est très difficile. Ben, je leur dis, travaillons ensemble à créer les conditions de ce retour-là. J'espère bien que ça va aller. En tant qu'analyste politique, que pensez-vous de la politique camerounaise? Globalement, la politique camerounaise doit être analysée à deux niveaux, comme dans tous les États du monde. Au niveau des acteurs politiques, de l'élite politique, en termes d'offres politiques, et au niveau des populations qui, elles, sont les consommatrices de l'offre politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une sorte de césure, quelque part. Il y a une désaffection, ça saute à l'œil, une désaffection politique au Cameroun. Les populations, dans leur grande masse, ne s'intéressent pas à la politique. Ce qui est grave, parce que les dirigeants d'un État sont choisis par le vote. Et le vote, c'est un mécanisme par lequel on demande aux citoyens de se prononcer sur le choix qu'ils opèrent ou les choix qu'ils opèrent. Lorsque les populations ne s'intéressent pas, il y a crise politique. Et le Cameroun est en crise politique. Les populations n'en ont rien à foutre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'élite politique, elle se réduit, c'est une minorité, et puis on tourne en rond. Parce que malheureusement, même l'offre politique ne se renouvelle pas. Ce n'est pas à vous que je dirais qu'au Cameroun, on a le même président depuis 35 ans, mais ça, ce n'est pas le plus grave. C'est qu'en plus, à ces 35 ans, vous ajoutez 50 ans d'âge. Ça vous fait une addition, un résultat de 85 pour un seul homme, ce qui est effectivement louable. Il faut rendre gloire à Dieu pour la longévité de cet homme-là, mais peut-être on est aussi obligé de rendre grâce à Dieu pour l'échec. Parce qu'on peut être longtemps au pouvoir, mais il faut bien qu'il y ait des résultats aussi. Mais si je dis qu'il faut rendre gloire à Dieu pour l'échec, c'est que ça fait qu'il y ait aujourd'hui de nouvelles personnes, et j'en fais partie, qui veulent que cet échec soit réparé, tout en remerciant les anciens pour tout ce qu'ils ont fait. Mais il faut trouver une justification à cela, et je crois que c'est ça le sens de votre question. Pourquoi il y a des affections politiques? Mais c'est simple. Parce qu'il y a confiscation du jeu politique. La confiscation du jeu politique voudrait que les populations, à un moment, aient le sentiment que leur voix ne compte pas. Et quand est-ce que les populations expriment leur voix? C'est pendant l'élection. Et si elles ont le sentiment, les populations, que lorsqu'elles vont aux élections, elles ont beau se prononcer
ce qu'elle décide ne prospère pas, eh bien, ça laisse le sentiment que le système est verrouillé. Et puis, tout le monde s'en va. Ça arrange ceux qui sont au pouvoir. Et moi, je dis donc aujourd'hui à ces populations, non. 2018, c'est une année historique. Il y a 4 scrutins. Je n'ai eu de cesse de le rappeler. Présidentiel, les doubles législatives, sénateurs et députés, et puis les municipales. Mes équipes ont fait le petit calcul. Je crois que ce n'est qu'en 2053 qu'éventuellement nous pourrions encore avoir une telle éventualité. Et je dis aux compatriotes, saisissons cette occasion historique qui nous est donnée de nous impliquer dans le jeu politique. Oui, le code électoral présente des insuffisances, je suis le premier à le reconnaître. Oui, l'appareil organisationnel des élections est à la solde du président sortant. D'accord. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir connu ce type de configuration. Il y a eu des pays qui ont eu de telles configurations, même des configurations encore beaucoup plus resserrées. Et là-bas, les populations se sont mobilisées et les choses ont changé. Donc, je reste convaincu que les inscriptions massives, le vote massif, la surveillance ou la défense massive du vote peuvent créer les conditions d'éclosion d'une dynamique nouvelle de changement. Merci. Selon vous, quels sont vraiment les freins au développement du Cameroun dans sa globalité? Les freins au développement du Cameroun sont de plusieurs ordres. Le premier frein, c'est un individu. C'est Paul Biya. C'est lui qui est le président du Cameroun. Et lorsqu'un pays ne se développe pas, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la politique de développement qui est impulsée est la bonne? Si elle est mauvaise, ça veut dire que c'est celui qui en est le porteur qui est mauvais. C'est pour ça que je dis, la première raison, le premier facteur, c'est Paul Biya. Et le deuxième facteur consubstantiel au premier, c'est celui de la volonté politique. Le Cameroun, et c'est la palissade, est un vivier de potentialité, de plusieurs ordres. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui peut axer son développement sur les services, comme le Japon, comme le Rwanda. Le Cameroun est également l'un des rares pays au monde qui, en plus des services, peut axer son développement sur l'industrialisation, par l'agriculture, par ses matières premières. Parce qu'effectivement, pour faire de l'industrialisation, il faut avoir des matières premières. Et le Cameroun en est abondamment doté. Et c'est varié. Le pétrole, la bauxite, le diamant, l'or. Et chaque jour, on en découvre. Le manganèse et tout ce que vous voulez, on en découvre d'autres. Je ne parle pas du bois qui existe. Et c'est d'ailleurs curieux qu'aujourd'hui encore, les services administratifs camerounais importent les meubles, alors que nous exportons le bois. Plus de 50 ans après les indépendances, il y a quand même une question qu'il faut se poser quelque part. Donc, ça, c'est un frein au développement. Il n'y a pas une réelle politique économique qui impulse le développement. Maintenant, une fois que vous l'avez dit, vous pouvez ramener le débat à un niveau inférieur, où vous donnez des détails. Vous avez un État qui est, mais alors, extraordinairement dispendieux. Des dépenses somptuaires se démultiplient au quotidien. Rien ne vous expliquera un jour pourquoi, lorsque les hôpitaux n'ont pas de machines de dialyse, de kits de dialyse, lorsque les bibliothèques n'ont pas d'ouvrage, pourquoi un tel État doit s'autoriser tous les ans des achats d'automobiles, de cylindrées rutilantes qui coûtent pour certaines 80-100 millions l'unité. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, la volonté politique. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique, s'il n'y a pas un homme qui a une vision et qui s'implique personnellement, surtout qu'on est dans un État, pour ceux qui ont lu la Constitution, nous avons un système politique présidentialiste. C'est-à-dire que vous avez un homme qui est l'alpha et l'oméga institutionnel. C'est le président de la République. Tout repose sur le président de la République. On est dans une configuration hyper centralisée. Donc, c'est lui qui porte la vision et c'est lui qui doit veiller à ce que sa vision prospère, à ce que ce qu'il a promis se réalise. S'il ne le fait pas, ben, qu'est-ce que vous attendez d'autre? Pourtant, les compétences sont là. L'intelligence est là, excusez-moi, l'expertise, elle est là. Donc, voilà. Ben, si vous voulez, vous y ajouter aussi la corruption, un mauvais système éducatif, la gouvernance qui est extraordinairement mauvaise. Mais tout cela rejoint l'échec d'un homme et l'absence de vision. Et puis,
finalement l'absence de volonté politique. Vous avez parlé de retour au pays. Est-ce que vous avez mis en place des structures pour cela? Ben écoutez, madame, vous ne pouvez pas me demander si j'ai mis en place des structures, parce que je ne dirige pas le Cameroun, en tout cas pas encore. Et il y a des compatriotes qui souhaitent que ce soit le cas. Je les remercie, l'occasion m'est encore donnée pour ces appels authentiques à être candidat à l'élection présidentielle. Mais si jamais, justement, et j'imagine que c'est ce qui se sursure dans votre question, j'aime bien votre amabilité. Vous saviez en me la posant que je n'étais pas dirigeant au Cameroun. Mais si jamais il m'était donné, moi, ou alors les personnes avec qui je travaille, parce que je rappelle qu'il y a 4 scrutins, d'être à la décision au Cameroun, nous mettrions un programme. Et il s'appellera, ce que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, retour à la maison. Ce programme, comment est-ce qu'il va être implémenté? D'abord, on va régler la question de la double nationalité. La loi de 68, qui est en vigueur au Cameroun, est aujourd'hui surannée. Elle a été adoptée 8 ans après l'indépendance, dans un contexte de dictature exacerbée. Et puis, la plupart des Camerounais qui partaient en exil ne pouvaient plus, pour s'intégrer à l'étranger, étaient obligés de changer de nationalité. Enfin, le contexte de 68 n'était pas né, mais moi non plus, mais c'était compliqué. Et le gouvernement camerounais à l'époque avait donc voté cette loi pour maintenir en exil ceux qui étaient partis et qui avaient changé de nationalité, en subordonnant même la réintégration de nationalité au décret présidentiel. Je vous parlais tout à l'heure d'un système tellement centralisé, même pour réintégrer la nationalité camerounaise aujourd'hui, il vous faut un décret présidentiel. C'est quand même aberrant. Donc il faut régler le problème de la double nationalité, c'est-à-dire, j'irai même moi au-delà de la double nationalité, j'irai même au-delà de la double nationalité en instituant même la plurinationalité. Je pense que le Cameroun doit pouvoir s'enrichir. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Et d'ailleurs, je regrette que les nationalités que nous recherchons soient toujours des nationalités occidentales. J'aimerais de temps en temps qu'il y ait aussi des Camerounos sénégalais et des Camerounos sud-africains, tout ce qu'on veut. Encore que ça existe déjà, j'en ai rencontré. Donc, il faut régler le problème de la plurinationalité en révisant la loi de 68. Mais moi, personnellement, c'est mon intuition, mais c'est en discussion avec mes équipes, à sortir cette réforme de restriction quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un scénario où certaines fonctions ne pourraient être occupées par des personnes ayant la plurinationalité qu'à condition qu'ils prennent des engagements écrits, qu'à aucun moment ils n'exciperaient de leur nationalité étrangère pour échapper, soit aux poursuites judiciaires, soit à la responsabilité qui est rattachée aux fonctions qu'ils exerceraient le cas échéant. Ça, c'est une question, mais évidemment, j'en ai discuté avec les membres de la diaspora ici, et puis ça va se poursuivre. Et puis, autre chose, ils sont nombreux les Camerounais qui veulent rentrer. Il faut créer des conditions pour qu'ils rentrent, ces Camerounais-là. Et ces conditions, elles sont simples. Mettez-les au Cameroun dans les mêmes conditions de travail dans lesquelles ils étaient à l'étranger. Il me semble que ce n'est pas sorcier, ça. Parce que qu'est-ce qu'on recherche, in fine? C'est leur expertise, c'est leur capacité de transformation de notre pays. Il en est de même des capitaux. Aujourd'hui, vous connaissez certainement, en fait, je ne sais pas, mais pour importer une voiture au Cameroun, c'est la croix et la bannière. Ça vous coûte la peau des fesses, pour ne pas être trivial. Excusez-moi, madame. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Résultat des courses, beaucoup de gens ne le font plus. Ils sont nombreux, les Camerounais, vivant à l'étranger, qui ont essayé d'investir au Cameroun. Mais vous savez quoi? Ça a toujours périclité. À cause de quoi? La suspicion. Dès que vous êtes étranger, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'esprit de 68 du Code de la nationalité. Dès que vous venez de l'étranger, ben on vous suspecte. D'ailleurs, on préfère que vous ne rentriez pas. Parce que ce qu'on voit en perspective derrière vous, derrière l'émancipation dont vous êtes porteur, puisque vous venez d'autres environnements, c'est l'intention de renverser le régime. Du coup, la suspicion, la corruption, madame. Beaucoup de Camerounais sont venus. En fait, quand vous partez des États-Unis où on crée une entreprise comme un jeu, où on peut... Le dispositif réglementaire et législatif est tel que vous pouvez vous épanouir. Vous rentrez au Cameroun, vous vous rendez compte à quel point la lourde, la bureaucratie, la corruption, vous vous heurtez à tout cela. Beaucoup ont déchanté, ont abandonné même les investissements qu'ils avaient entamés et se sont promis de ne plus jamais remettre les pieds au Cameroun. J'en ai rencontré encore ici, aux États-Unis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc récemment, en tant que jeune leader africain,
Qu'avez-vous à dire à la jeunesse camerounaise, mais aussi à la jeunesse africaine? Parce qu'ils font face à vraiment d'énormes difficultés. Oui, beaucoup de jeunes Africains font face à d'énormes difficultés, mais évidemment, c'est à géométrie variable. Hein. Les jeunes Égyptiens ou les jeunes Sud-Africains ou les jeunes Sénégalais ne feront pas forcément face aux mêmes difficultés que les jeunes Tchadiens ou les jeunes Mauritaniens, en fait, c'est selon. Mais commençant, d'ailleurs, autant tenir un discours global. Je pense que les jeunes Africains doivent croire en eux-mêmes. C'est déjà le cas de beaucoup. Et il faut qu'ils s'impliquent pour prendre des responsabilités. Il faut que les jeunes Africains aillent à l'assaut des fonctions politiques. C'est le message dont je suis porteur. Jeunes Africains, plus spécifiquement les jeunes Camerounais, c'est un contexte que je connais mieux, mais pour avoir voyagé, avoir eu à voyager un peu partout en Afrique, je me suis rendu compte que c'était à peu près la même chose. Aller à l'assaut des mairies, aller à l'assaut du Parlement, aller à l'assaut des fauteuils présidentiels. Ben écoutez, d'aucuns me prêtent cette ambition, tant mieux. D'aucuns souhaitent que ce soit le cas. Ben écoutez, j'ai 37 ans, madame. Et il y a quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête de la 5e puissance mondiale qui n'a que 2 ans de plus que moi. Et d'ailleurs, en Afrique, on a connu des présidents qui étaient de 6 ans, mais cadets. Monsieur Laurent Désiré, Monsieur Joseph Kabila, qui est aujourd'hui encore président RD Congo, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, il me semble qu'il est âgé de 31 ans seulement. Donc, on parle beaucoup de Macron, mais on oublie que c'est des cas qu'on a connus en Afrique. Peut-être que sa situation à lui n'a pas connu le même retentissement parce qu'il est arrivé dans des conditions un peu troubles, son père assassiné, et puis il est arrivé sans démocratie véritablement. Mais bon, il est arrivé quand même, on peut regretter qu'il ne veuille plus partir, peut-être parce qu'il est arrivé trop tôt. Ça, c'est un autre débat. Mais il faut que les jeunes Africains cessent de se laisser infantiliser. En Afrique, c'est ça le problème. Vous êtes jeune, on estime que vous ne connaissez rien, vous ne pouvez rien faire. Et puis les aînés, ils sont là. Et je reste convaincu que l'une des causes, l'une des raisons, ou si vous voulez, le marasme de l'Afrique, le marasme de la jeunesse africaine est aussi largement tributaire de l'excès de respect vis-à-vis des aînés. Je pense que c'est vrai, culturellement, on doit respecter les aînés, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'un bon aîné est celui qui mérite du respect. L'aîné qui mérite du respect est cet aîné qui pense à la postérité, qui travaille pour que le jour où il n'est plus là, que l'on soit fier de son passage sur terre. Mais lorsque vous avez des aînés qui sont là, non pas seulement pour compromettre votre avenir, mais l'anéantir carrément. Parce que lorsque vous avez des gens qui ont 70 ans, 80 ans, 85 ans, ils ne sont pas déjà contents d'avoir construit des châteaux un peu partout sur la planète, mais ils continuent à spolier l'État, simplement en ne se souciant jamais de ce que deviendraient les générations futures. Je pense que ce type d'aînés-là, on doit pouvoir braver nos traditions et nos cultures africaines pour les évincer du pouvoir et pour que nous-mêmes nous le prenions. Avez-vous un dernier mot pour le peuple camerounais? Bien sûr que j'ai un dernier mot. C'est le premier, j'achève par le premier. Chers compatriotes, ça s'achève le 31 août 2017. Inscrivons les chiffres. Les derniers chiffres qui ont été rendus publics par l'ECAM sont loin d'être élogieux. C'est vrai que l'opération fait l'objet de beaucoup d'attaques ou de contestations, mais c'est aussi ça la démocratie. Restez intrépide, restez opiniâtre, mobilisez votre voisin, votre parent, votre proche. Continuons à parcourir des kilomètres à pied, en moto, en voiture. Et c'est l'occasion de féliciter tous ces jeunes Camerounais qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont en train de se mobiliser pour cette opération. Je remercie également ceux de la diaspora, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Autriche, du Brésil, de l'Afrique du Sud, un peu partout. J'ai vu des images circuler sur les réseaux sociaux. J'en suis même à me demander si ce n'est comme une modeste personne qui peut provoquer tout cela. Gardons le cap, nonobstant toutes les difficultés, il y en a d'énormes, mais justement lorsqu'on est jeune, on joue au moins du prédicat de l'intrépidité, on peut braver cette adversité. Et moi je reste confiant, je crois qu'au soir du 31 août 2017, nous célébrerons tous l'atteinte de cet objectif. Merci beaucoup M. Cabral pour votre disponibilité. Nous vous souhaitons un bon voyage et nous vous remercions pour tout ce que vous avez pu dire au peuple camerounais qui, j'en suis sûr, avec hâte d'entendre ce message. Merci beaucoup, madame, et bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci de votre fidélité sur Kams Media. Retrouvez-nous bientôt pour de nouveaux programmes. C'était Charlène Morera à votre service.